La tenue du sommet est en elle-même un succès. Il faut rappeler que la précédente édition avait eu lieu à Berlin en 2016 et qu'il ne s'était pas passé grand-chose depuis. Il s'agissait de maintenir la dynamique positive observée ces derniers mois. On se souvient d'un précédent échange de prisonniers début septembre, de l'accord de toutes les parties à la formule Steinmeier, à la restitution par la Russie des bateaux saisis l'année dernière dans l'étroit de Kertch. Il y a des avancées positives, surtout dans le domaine militaire, dans le domaine humanitaire également. J'en relève 3 au moins. D'une part, un nouvel accord pour un échange de prisonniers, cette fois-ci global et définitif, qui doit intervenir avant la fin de l'année. Il y a également un accord qui doit être formalisé et mis en œuvre sur la création de 3 nouvelles zones de désengagement. Enfin, il est prévu de faire avancer les choses sur le déminage, qui est un problème extrêmement sensible, extrêmement dramatique pour les populations locales, et également de mettre en place de nouveaux points de passage entre les zones loyalistes et les zones tenues par les séparatistes. Donc pour résumer, on pourrait dire que ce sommet a été utile, qu'il a permis certaines avancées, mais naturellement pas sur tous les dossiers, et en particulier pas sur les dossiers politiques qui constituent le cœur du problème. Pas de gagnant, pas de vainqueur clair. Je crois que Zelensky était très attendu, très observé. Il avait beaucoup de pression, une pression mise par l'opposition nationaliste à Kiev, par une partie de la presse occidentale aussi, il faut le dire. Il a campé sur ses positions, ce qui était assez prévisible, en particulier sur la lecture qui est faite des accords de Minsk. Poutine n'a pas raflé la mise, lui aussi a de fait plutôt campé sur sa position s'agissant en particulier du phasage de l'application du volet politique. L'éternelle métaphore du verre à moitié plein ou moitié vide, on peut penser que la diplomatie française avait des objectifs un peu plus ambitieux s'agissant du volet politique des accords de Minsk. La Russie et l'Ukraine n'ont pas souhaité bouger sur ces questions. Pour la Russie, il s'agit de se tenir au plus près des accords de Minsk qui lui sont favorables sur le papier, en particulier en ce qui concerne le phasage de l'application du volet politique, c'est-à-dire adoption du statut, inscription dans la Constitution, organisation d'élections et, à la fin seulement du processus, restitution du contrôle de la frontière ukraino-russe aux autorités de Kiev. L'Ukraine, sans surprise, maintient sa position qui est celle de mettre en avant d'abord les questions de sécurité. L'Ukraine estime que la tenue d'élections n'est pas possible dans le contexte sécuritaire actuel et donc que tout le reste est sans objet. L'Ukraine cherche aussi à réinterpréter les accords de Minsk s'agissant du phasage et l'Ukraine souhaiterait obtenir le contrôle de la frontière ukraino-russe avant les élections. Donc sans surprise sur ce volet-là qui est au cœur des divergences, qui conditionne finalement le processus politique, il n'y a pas eu d'avancée à Paris. Il y a 2 scénarios possibles, un scénario optimiste qui verrait les accords dans le domaine sécuritaire et humanitaire qui ont été conclus hier appliqués et donc qui verrait une dynamique positive s'enclencher, et donc une politique des petits pas, finalement, qui permettrait d'aboutir à quelque chose de plus substantiel au mois de mars ou avril, avec un nouveau sommet Normandie. On peut penser, on peut espérer qu'un accord gazier interviendra entre l'Ukraine et la Russie. Il faut rappeler que le gaz a été discuté hier lors du format bilatéral russo-ukrainien et qui pourrait peut-être ajouter une note positive et constituer un fond un peu plus positif dans ce contexte-là. Il y a un autre scénario qui est moins optimiste, qui verrait finalement peut-être une partie des mesures conclues hier appliquées, mais se maintenir les obstacles fondamentaux à l'application du volet politique. Il y a beaucoup, hélas, de bonnes raisons de croire que les blocages vont perdurer. Pourquoi ? Parce que, par exemple, Zelensky, on le voit, est sous pression et il est improbable que ces pressions
s'affaiblissent. On peut même estimer que son état de grâce est en train de se terminer, donc il aura moins de marge de manœuvre si tant est qu'il souhaite les appliquer et les mettre en route au printemps qu'à la fin de cette année. Côté russe, il est inenvisageable de lâcher les accords de Minsk qui lui sont favorables. Pour la Russie, de façon fondamentale, il est peu raisonnable de penser qu'elle va lâcher dans la dernière ligne droite le Donbass et tout ce qu'elle a obtenu, alors même qu'elle a pris des risques considérables en 2014. Elle a pris le risque des sanctions, le risque d'un affrontement géopolitique majeur. De façon fondamentale aussi, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le statu quo, que ce soit à Moscou, que ce soit à Kiev, mais également dans certaines capitales occidentales. Beaucoup de gens finalement ont intérêt à ce que se maintienne un abcès en Ukraine entre l'Europe et la Russie. Évidemment, ce scénario pessimiste est le plus négatif pour l'Ukraine elle-même, mais également pour la diplomatie française, qui s'est beaucoup engagée depuis quelques mois pour essayer de débloquer les choses et pour essayer de promouvoir une nouvelle architecture de sécurité et de confiance, dont la clé est l'affaire ukrainienne. Donc, à ce stade, rien n'est écrit. On voit très bien les positions des uns des autres, on voit les facteurs de blocage. Il faudra suivre de très près dans les semaines qui viennent la dynamique qui va s'enclencher ou pas sur le terrain et qui peut conditionner l'issue du prochain sommet prévu au printemps prochain.